Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de Roulons électriques, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques coordonnée par Équiterre et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Je m'appelle Jade Liqui, je suis conseillère en mobilité chez Équiterre et je m'occuperai de tous les aspects logistiques reliés au webinaire. Donc aujourd'hui, pour nous présenter le sujet, nous avons la chance d'avoir deux experts de chez Hydro-Québec, Martin Archambault et Étienne Saint-Cyr. Pour les présenter rapidement, Martin est délégué principal au développement des affaires. Pionnier en électromobilité, il œuvre depuis 25 ans en vulgarisation technique dans le domaine de l'électricité. Il donne régulièrement des conférences et anime un podcast sur le sujet. Il est aussi responsable de concevoir et de déployer un réseau de bornes de recharge publique pour les véhicules lourds. Quant à Étienne, il est chef de la vigie énergétique. Ingénieur depuis 30 ans, il est à la tête d'une équipe qui oriente non seulement les décisions d'Hydro-Québec en ce qui a trait au programme en efficacité énergétique, mais qui soutient également tant la clientèle résidentielle que la clientèle d'affaires dans leurs efforts pour mieux consommer. Donc, du webinaire, ils parleront notamment de comment Hydro-Québec prévoit de gérer la croissance de la demande d'électricité dans un contexte de transition énergétique, puis par la suite des mesures que les électromobilistes peuvent mettre en place, mettre en œuvre afin d'aider à diminuer la pression qu'exercera la recharge sur le réseau électrique. Donc, avant de commencer, nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en allant dans le QR qui se situe en bas de votre écran. L'icône discuter sera uniquement pour échanger avec les panélistes ou avec les autres participants. Donc, lors de la période de questions, on va uniquement prendre les questions qui sont dans le QR. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Martin et Étienne. Merci beaucoup, Jade. Bonjour, Étienne. Bonjour Martin, merci Jade et on commence. Allons-y. Donc, on a eu nos présentations. On va tout de suite tomber dans le vif du sujet. Évidemment, la première question à se poser, c'est possédez-vous un véhicule électrique ou hybride rechargeable? Donc, êtes-vous familier avec le fait d'avoir un véhicule que l'on doit alimenter avec une énergie autre qu'une énergie fossile? Si oui, ou si vous n'en avez pas, je présume que vous connaissez quelqu'un qui en a une, mais si vous en avez une vous-même, je pense que vous êtes à même de comprendre que de tous les appareils qu'on a à la maison, le véhicule électrique est un appareil qui va consommer une quantité d'énergie quand même assez importante si on le compare avec d'autres appareils domestiques qu'on a à la maison. Mais l'utilisation de cet appareil-là est tout à fait particulier, à la fois dans le moment où on l'utilise, le nombre de temps qu'on l'utilise, puis les façons qu'on a à notre disposition pour l'alimenter, le remplir en énergie. Et toute cette alimentation-là en énergie des véhicules, au final, si c'est 1 million, 2 millions de véhicules électriques qui roulent au Québec, ces véhicules-là seront alimentés par le même fournisseur ici au Québec, qui est Hydro-Québec, d'où notre grand intérêt à bien comprendre ce qui se passe avec les véhicules électriques et le réseau. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de la relation qu'il y a entre les deux, puis cette relation-là qui est parfois décrite comme étant une relation négative, c'est-à-dire qu'on perçoit le véhicule électrique comme étant un ennemi du réseau électrique parce qu'on va consommer beaucoup d'énergie puis ça va mettre une pression. Mais on va en voir dans le cadre de la présentation, je pense que ça peut être tout à fait autre chose qu'un ennemi. Ça peut même être, dans certains cas, un ennemi ou un allié. On va regarder ça, moi et Étienne, en plus ample détail dans quelques instants. Euh, le premier graphique qu'on vous présente, c'est la consommation d'énergie par secteur d'activité. Donc, tout dépendant dans quel secteur on est, on ne consommera pas le même type d'énergie. Et on pourrait regarder en détail chacune de ces petites lignes-là. Vous pouvez le faire vous-même, mais j'attire votre attention plus particulière sur la deuxième ligne en partant du haut, qui est le transport. Parce que là, on parle évidemment de véhicules électriques, donc de transport. 97% de l'énergie qui est utilisée dans ce domaine-là, c'est des produits pétroliers raffinés. Ça veut donc dire que seulement 3 est d'autre chose que des produits pétroliers raffinés. Donc, notre marge de manœuvre pour s'améliorer est très grande. Hein? C'est plus facile de travailler quand on a 97% de marge de manœuvre d'amélioration que quand on en a 3. Il est plus que temps qu'on travaille dans cette marge-là. Il faut bien comprendre que le transport, ce n'est pas juste les petites autos, c'est aussi le transport de véhicules lourds, c'est un paquet de trucs, mais dans l'ensemble de ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, le transport en général, on va venir jouer dans ce 97%-là. Donc, c'est dans ce contexte-là
qu'on demande ou que le gouvernement et l'ensemble, dans le fond, de la population mondiale dit, bien, il faut faire un tournant vers une énergie plus propre. Puis où est-ce qu'on la consomme, notre énergie qui est sale, qui n'est pas encore propre? Bien, c'est essentiellement dans les transports. Donc, c'est pour ça qu'on attaque de plein fouet ce secteur-là, mais il faut comprendre qu'il y en a ailleurs aussi, vous le voyez dans l'industrie, dans le résidentiel un petit peu, dans le commercial, dans les usages non énergétiques également. Donc, il y a plein d'autres secteurs sur lesquels on peut aller s'améliorer, mais nous, dans notre contexte, on va attaquer plutôt le domaine du transport. L'évolution de la consommation d'énergie par mode de transport, donc en fonction de quel type de transport on utilise, transport aérien, léger, voiture, en route, etc., on voit que de 1990 à 2021, il y a eu quand même une fluctuation de la consommation d'énergie. Si on regarde la consommation totale, là, donc c'est plus 15 %. Dans le cas du transport commercial des voyageurs, c'est moins 16 %, mais le véhicule personnel, plus 3 %. Il y a de plus en plus de véhicules sur les routes, on le sait. C'est pas toujours et bien souvent, ce n'est pas des petits véhicules, c'est des véhicules plus grands. Bien sûr, il y a eu des améliorations technologiques qui font que les véhicules de maintenant polluent moins théoriquement par kilomètre parcouru qu'un véhicule d'il y a 25 ou 30 ans, mais l'augmentation du nombre de véhicules est telle et la grosseur des véhicules fait en sorte qu'on se ramasse quand même dans des situations où notre consommation d'énergie augmente grandement. Donc, d'être capable de faire une migration de l'énergie consommée vers une énergie électrique serait très intéressant. Si on regarde le graphique de droite, là, le beigne à droite, on voit que l'essence pour l'automobile, c'est 60 qui est utilisé. Et quand on regarde les autres sources, le diesel, 27 on a le mazout lourd à 2,1 l'éthanol à 2,3 l'électricité 0,4 quand on disait qu'il y a de la marge de manœuvre pour s'améliorer, on le voit très bien là que l'électricité représente actuellement qu'une infime partie de l'énergie utilisée pour se transporter. Alors, on va essayer de travailler pour améliorer ce pourcentage-là au détriment de l'essence et du diesel, par exemple. Si j'oublie des choses, Étienne, tu ne te gênes pas, hein, on n'est pas en mode. Je t'arrêterai au besoin. Parfait. Euh, Moi, évidemment, je travaille pour Hydro-Québec, mais plus particulièrement pour l'équipe qui gère le circuit électrique et la marque de commerce du réseau de bornes de recharge d'Hydro-Québec. C'est le premier réseau de recharge public au Canada. Au moment où on se parle, on a 810 partenaires et 2800 sites de recharge qui comportent 6400 bornes, un peu plus, là, c'est des chiffres arrondis, bien entendu, mais de jour en jour, on en déploie tellement qu'on fait la présentation, puis 2 jours après, les chiffres ont déjà changé. Là. Il y a plus de 1000 bornes rapides, donc 1050 bornes rapides et 5350 bornes standards, bornes niveau 2. On a 300 000 membres. 300 000 membres, si vous regardez le nombre de véhicules électriques qu'il y a au Québec, il n'y a pas beaucoup d'électromobilistes qui ont un véhicule électrique qui ne sont pas membres du circuit électrique. On a une croissance annuelle de 50 % environ. Et on est maintenant à un rythme où il y a plus de 2 millions de recharges par année qui se font sur les différentes bornes de notre réseau. Donc, ça représente une quantité colossale d'énergie. Et ça, on parle uniquement là, de l'aspect public, donc les bornes publiques d'Hydro-Québec. Ça fait abstraction de toutes les recharges que les consommateurs font à la maison, que les entreprises font sur leur propre édifice, sur leur propre établissement. C'est vraiment juste des bornes, là, des recharges sur des bornes rapides, des bornes niveau 2 publiques du circuit électrique. On offre également à nos membres un planificateur de trajet, des offres promotionnelles, des conseils sur l'application, donc plein de services qui se sont ajoutés au fil des années pour faciliter la vie des électromobilistes. Bien comprendre que ces chiffres-là, quoique ils puissent paraître un peu pharaonesques, 90 % des recharges ne se font pas là, ils se font à la maison. Donc, ces chiffres-là, c'est pour à peu près 10 % de la recharge globale qui s'effectue au Québec. Donc, qu'elle soit publique ou privée, 90 % du temps privé, 10 % du temps public, tout ça, ben, au final, c'est Hydro-Québec qui fournit l'énergie. Donc, nous, on se préoccupe là, et on est intéressé à faire un suivi serré pour les deux types. Si on regarde un peu quels sont les objectifs qui ont été déterminés par le gouvernement au fil des années, on s'attend ou on vise le 2 millions de véhicules électriques au Québec d'ici 2030. Donc, les cibles du gouvernement pour être capable de faire face à la recharge. Donc, vous savez sans doute que le gouvernement a lancé un plan là, ambitieux
pour la recharge des véhicules électriques qui a été lancée il y a de cela un peu plus d'un an, la stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques. On cible 6 000 bornes rapides là-dedans et 46 000 bornes standards. Évidemment, toutes ces bornes-là ne seront pas des bornes qui appartiendront à Hydro-Québec. Au moment où on se parle, le circuit électrique est est le réseau qui comporte le plus de bornes. Donc, la majorité des bornes disponibles sont des bornes du circuit électrique, mais on s'attend à ce qu'avant longtemps, ce balancier-là va basculer. Donc, l'entreprise privée va prendre une place beaucoup plus importante. Sur les 6 000 bornes rapides prévues au Québec, 2 500 sont la cible du circuit électrique et 7 000, et la balance là, entre 6 000 et 2 500, bien, ce sera des bornes qui seront installées par l'entreprise privée. Pour les bornes standards, bien, sur les 46 000, c'est 7 500 qui appartiendront au circuit électrique. Donc, on voit qu'il y a une place de plus en plus grande qui va être faite en entreprise privée. Et si, quand on le regarde là, du point de vue du consommateur, si l'entreprise privée installe 2, 3 fois plus de bornes que le circuit électrique et qu'on convient que le circuit électrique en installe déjà beaucoup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choix pour les consommateurs et ça va venir là, aider, soulager les besoins en approvisionnement public. Qui vont venir avec l'augmentation du nombre de véhicules sur les routes. C'est effectivement 2 millions de véhicules électriques qui sillonnent les routes du Québec d'ici 2030. Donc, l'offre du circuit électrique ne suffira pas. Le secteur privé devra prendre une place de plus en plus grande et Hydro-Québec travaille activement à faciliter cette arrivée-là d'une entreprise privée en plus des bornes du circuit électrique. Il n'y a pas question, c'est pas nous, on s'enlève puis le privé prend notre place comme ça a déjà été véhiculé dans les médias, c'est plutôt qu'on fait une place pour qu'il y ait à la fois du privé et du public qui travaillent ensemble sur l'offre de recharge. Le J'ajouterais petit graphique qui... si vous avez vu ou vous croisez des bornes qui ne vous reconnaissez pas, c'est bon signe parce que ça veut dire justement qu'une partie du privé prend sa place et amène une solution dans certains stationnements. Donc, on ne peut prévoir que d'une augmentation de ce type de site-là et c'est bon pour tout le monde, ça donne une proximité plus grande. Oui, tout à fait, Étienne. Puis j'ajouterais pour, comment dire, faire en sorte que les gens soient rassurés dans cette démarche-là. Dans les règles du gouvernement pour l'octroi des subventions aux entreprises privées qui déploient des bornes, il est clairement demandé que ces bornes-là privées qui s'installent soient interopérables avec le circuit électrique. Donc, ces bornes privées-là qui vont s'ajouter, ça ne veut pas dire que vous devrez être membre de 2, 3, 15, 50 réseaux comme on voit dans certains pays européens. Ces bornes-là qui sont des réseaux privés qui appartiennent à des entités privées seront interopérables avec nous, ce qui fait qu'avec votre application du circuit électrique, vous allez voir toutes les bornes de circuit électrique et toutes les bornes privées interopérables et elles seront toutes accessibles à même notre application, donc pour faciliter la vie là, des gens. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis le graphique que vous voyez là, c'est l'augmentation du nombre de bornes rapides au fil des années. Le bleu foncé, donc la petite colonne de droite, c'est les bornes totales là, rapides, alors que les bornes bleues plus pâles, là, la petite colonne de gauche, c'est celle du circuit électrique. Donc, on voit que rapidement, le nombre de bornes qui appartiennent au marché privé va croître et va devenir 3 à 4 fois plus important que le nombre de bornes du circuit électrique. Donc, d'excellentes nouvelles pour les consommateurs. Même chose pour les bornes niveau 2, donc c'est le même principe qui s'applique, mais dans le cas des bornes niveau 2, il y aura encore plus de bornes privées qui vont s'installer, que ce soit dans des terrains de condos, des terrains de centres d'achat, des bornes qui appartiennent à des municipalités, le long des routes, des stationnements publics dans les centres-villes, que ce soit dans des commerces, des restaurants, etc. Donc, cette augmentation-là va faire en sorte là, que l'offre de recharge publique va se multiplier au fil des années. Je vous rappelle encore que cette offre publique-là ne devrait représenter au final que 10 des besoins de recharge du Québec, 90 se faisant à la maison. On va maintenant parler de la différence entre la puissance et l'énergie, puis c'est méga important pour la suite des choses parce que là, on va se parler de comment Hydro-Québec va faire pour faire face à toute cette demande de recharge-là. Et puis, on fait face en fait à un enjeu qui est double, hein, qui joue sur les deux aspects, la puissance et l'énergie. Et ce n'est pas du tout la même chose, quoique intimement relié. C'est très différent. Donc, on va essayer de vous démêler tout ça. Étienne, je te passe la parole pour que tu puisses nous en dire plus.
Exact. Donc, écoutez, votre facture d'électricité à la plupart de nos auditeurs aujourd'hui, si vous êtes résidentiel, vous n'êtes facturé qu'en kilowattheure. Donc, c'est l'énergie. Donc, la deuxième ligne qu'on voit à votre gauche. Euh, la puissance, c'est essentiellement la grosseur du tuyau. Fait qu'on peut utiliser à peu près l'analogie de la piscine, c'est-à-dire que si vous avez deux robinets, donc deux fois plus de puissance, bien, vous serez en mesure de remplir une piscine donc, qui représente un peu votre énergie en deux fois moins de temps. Et donc, si vous êtes coincé avec une puissance restreinte par un seul tuyau ou un seul robinet, bien, cette puissance-là disponible vous prendra plus de temps à obtenir la même quantité d'énergie. C'est un peu comme ça qu'on peut différencier l'énergie qui est représentée par votre quantité d'eau ou la taille de l'énergie qui se trouve dans votre batterie, dans le cas de l'énergie d'un véhicule, tandis que la puissance est vraiment associée à la grosseur de votre tuyau, de votre fil qui vous permet d'alimenter soit votre piscine ou votre véhicule. Donc, quand vous entendez kilowatts, on ne parle pas de kilowatts par heure. Ici, c'est important de dire que c'est des kilowatts fois des heures. Donc, c'est des petites notions comme ça qu'il faut se rappeler. Les temps changent et il faut s'adapter aussi à ces petites notions-là. Donc, kilowatt-heure, pas de part, mais kilowatt-heure, c'est votre énergie et votre kilowatt, quand on en parlera, sera votre puissance. Donc, de votre véhicule, de votre fil, c'est ce qu'on est capable de délivrer instantanément entre votre fil et votre batterie. Voilà. Donc, c'est très technique, mais c'est important de s'en souvenir. Ici, on représente, c'est quoi l'enjeu d'Hydro-Québec? Grosso modo, quand il fait très froid, ou en fait même tous les jours de l'année, mais à un niveau différent, on a deux pointes au Québec. Okay? Le matin, quand on se lève, on démarre, on prend notre douche, on commence notre déjeuner, une pointe se trouve en général assez pointue et particulièrement pointu autour de 7h30 le matin, mais débute vers 6h et se termine grosso modo entre 9h, 9h30, peut-être jusqu'à 10h. Donc, la période de pointe qu'on nomme et qu'on répète à peu près dans tous nos programmes où on souhaite que les gens y adhèrent, c'est vraiment une pointe du matin entre 6 et 9. Et cette même hausse de demande se reproduit aussi l'après-midi. Lorsqu'on revient à la maison, lorsque les usines sont encore en partie ouvertes, quand il y a encore des gens à l'école. Bref, cet appel de demande-là, cette demande accrue d'énergie se trouve entre typiquement 4 heures et 20 heures, donc 16 et 20 heures, et avec un pic qui est un petit peu plus long, mais se divise en général entre 6 et 7 heures en soirée. Donc, et ça se reproduit à tous les jours, mais c'est accentué de façon très marquée quand il fait très froid, puisqu'à ce moment-là, puis on l'a vu un peu là, dans l'affichage des besoins, on voyait qu'environ 75% des besoins énergétiques et même probablement près de 80 des besoins énergétiques du marché résidentiel québécois étaient assumés par l'électricité. Donc, quand on a besoin de beaucoup de chauffage, c'est aussi ce 80-là qui vient affecter à la hausse notre besoin en période de très grand froid. Donc, oui, c'est accentué en froid, mais ce même pattern-là, ce même boss de chameau 2 fois par jour se reproduit à peu près à tous les jours de l'année, mais simplement plus élevé pendant la période hivernale. Alors, on poursuit. Grosso modo, la question qu'on vous pose sans nécessairement vous demander de répondre, là, mais c'est est-ce qu'on pense chez Hydro-Québec qu'on aura assez d'énergie pour alimenter tous les véhicules électriques? On a bien d'autres choses à alimenter, mais les véhicules électriques, évidemment, augmentent de façon significative notre demande maintenant. Donc, est-ce qu'on est prêt à recevoir cette charge-là? On va voir comment on le fait. Essentiellement, ici, c'est des données qu'on regardait il y a quelque temps jusqu'en 2032. Là, évidemment, des térawattheures, c'est beaucoup d'énergie. Là, ça représente la consommation de 60 000 ménages. Donc, on prévoit à l'horizon 2032 et à peu près aussi entre 2030 et 2035, dépendant du taux d'adoption des véhicules électriques, une hausse quand même d'environ 8 térawattheures dédiés à l'électrification des transports. Et ça inclut les autobus, tous les véhicules, même la livraison
court terme. Donc, ça n'inclut pas seulement les véhicules légers résidentiels, mais à peu près toute l'électrification des transports qui vont commencer par les véhicules les plus légers, mais qui vont aussi intégrer d'autres véhicules un peu plus lourds. Puis comment ça se compare à nos autres charges? Si on augmente justement une prévision qui allait jusqu'en 2032 d'environ 25 TWh, donc un peu plus de 10 d'augmentation sur une période de 10 ans, bien, ça se compare au secteur émergent, donc environ 9 TWh de nouvelles usines qui viennent s'installer au Québec. Il y en a plein qui ont fait les nouvelles et l'actualité récemment, mais c'est effectivement des charges importantes qu'on doit tenir compte. La conversion des bâtiments, c'est quelque chose qui est très important. On veut réduire les gaz à effet de serre au Québec et on prévoit environ un peu moins de 5 TWh dans cette période-là. Et une croissance naturelle, bien évidemment, il y a des maisons qui se construisent et des commerces qui s'ajoutent. Alors, il faut en tenir compte. Mais ce qu'on veut venir souligner ici, c'est que cette croissance des transports qui est toute nouvelle se compare en taille à peu près aux d'autres moyens d'autres croissances qu'on voit poindre à l'horizon, mais c'est important peut-être que c'est supérieur à une croissance naturelle et on le Ouais. reconnaît. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir qu'on a quand même beaucoup de kilowattheures et de térawattheures à ajouter, mais c'est pas, on ne doublera pas Hydro-Québec pour l'électrification des transports, c'est juste une petite partie de cette Ouais. croissance-là. De, Et de- c'est de ça la qu'on veut croissance souligner. globale, Étienne, de la Oui, croissance globale qu'on voit poindre à l'horizon, les transports, c'est quoi? C'est à peu près un tiers, là, au moment où, quand on le regarde là, sur cet horizon-là. Ça veut donc dire que exact. quand on entend les problèmes en électricité d'Hydro-Québec, c'est à cause des voitures, ben, il y a plus de raisons autres que les voitures que les voitures. Ils ont un impact, 30, ils ont quoi le tiers, c'est quand même, c'est Exact. pas négligeable, mais c'est pas la majeure partie de l'augmentation vient entre autres de la conversion des bâtiments puis des secteurs émergents. Puis j'ajouterais même que ces chiffres-là ont récemment été mis à jour et le 25 TWh a été vu à la hausse, mais la part de l'électrification des transports est restée à peu près stable. Donc, on voit que même la portion d'électrification des transports dans la prévision des hausses qu'on a vues dans les dernières années prend de moins en moins de place parce qu'on va laisser de plus en plus d'espace, surtout pour la conversion du gaz naturel et des autres procédés industriels qui vont prendre de plus en plus de place dans l'échiquier et aussi l'intérêt que des entreprises ont pour venir s'installer au Québec et venir profiter des installations qu'on offre. Donc, on peut même dire que si on voit ici environ 30 35 de la tarte, on peut même penser que dans une optique de 2035, cette tarte-là va être peut-être réduite à 20 ou 25. Voilà, donc ce n'est pas juste une question de transport, il faut tenir compte surtout des deux autres points que j'ai à montrer. Bref, maintenant, on répond à ces besoins-là? Parce que 25 TWh ou même plus, 40 ou même 60, il faut bien faire des travaux pour pouvoir y arriver. Donc, je vous résume ici en 4 points qu'est-ce que Hydro-Québec fait pour arriver à rencontrer ces objectifs-là? La première, et on va le répéter, et je suis ici pour inviter tout le monde à faire des gestes concrets, c'est l'efficacité énergétique. Si vous avez des opportunités d'efficacité énergétique, il y a des programmes résidentiels, commerciaux, il y a même des outils de simulation qui sont disponibles en ligne sur votre espace client qui vous permettent de regarder les opportunités d'efficacité énergétique chez vous et donner des trucs et astuces qui vont vous permettre de faire ça. Ça va vous faire économiser de l'énergie et ça va permettre aussi de laisser de la place pour d'autres charges comme l'électrification des transports. Mais évidemment, ça, ce n'est qu'un point parce qu'il faut aussi prévoir d'autres ressources. L'énergie éolienne en fait partie. On fait des appels d'offres réguliers pour demander à des promoteurs et même à nos propres équipes à regarder les opportunités d'énergie éolienne qui sont disponibles au Québec. On continue les études préliminaires pour augmenter le potentiel hydroélectrique. L'hydroélectricité, c'est le cœur de notre production au Québec, comme plusieurs le savent. Pour votre information, le ratio entre la production hydroélectrique et la production éolienne au Québec, c'est d'environ 92 d'hydroélectricité et environ 8 d'éolienne. Souvent, on pense que l'éolienne, ce n'est pas si gros que ça, mais c'est quand même de plus en plus important et ça frôle bientôt les 10 de l'énergie qui est produite au Québec. Et les autres solutions, bien, il y en a beaucoup. Le solaire, d'autres approches pour même intégrer l'énergie renouvelable sur site chez le client
et aussi dans des parcs solaires. C'est encore marginal au Québec. Ça l'est beaucoup moins ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, mais c'est quelque chose qu'on regarde de façon attentive. Mais pour votre information, c'est peut-être moins adapté à nos bosses. Vous avez vu mes deux bosses tout à l'heure du matin et du soir. Évidemment, en hiver, il fait soleil pas très souvent au Québec et il fait surtout soleil à midi. Donc, ce n'est pas un match parfait pour nous aider à combler ces deux bosses-là. Alors, c'est pour ça que le solaire a un peu moins sa place. Mais je vous rappelle qu'il y a autant ou à peu près sur une base annuelle de production solaire disponible au Québec qu'il y en a ailleurs en Europe et aux États-Unis. Donc, le potentiel solaire lui-même est quand même très intéressant au Québec pour venir donner un coup de main à nos barrages. Donc, ça, c'était l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en puissance? Donc, comment on fait pour grossir notre tuyau, la grosseur de notre tuyau d'alimentation? Parce que, puis là, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de solaire. Okay? Donc, le solaire ne nous aidera pas en puissance. Il va remplir notre piscine d'énergie, oui, mais à des moments où on n'a peut-être pas besoin de cette énergie-là, fait qu'on va on va l'accumuler dans des barrages. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Bien, le premier point, c'est de dire à la clientèle, pouvez-vous consommer à un moment, pouvez-vous réduire la taille de votre tuyau au strict minimum pendant les périodes de pointe. Puis à la limite, on vous libère cette taille-là pendant les périodes nocturnes ou des périodes où il fait moins froid. Donc, c'est les moyens de gestion de puissance de la clientèle résidentielle et commerciale. Donc, ILO, la tarification dynamique, toutes ces opportunités-là vous sont disponibles pour vous donner des crédits sur votre facture pour faire des gestes qui déplacent la consommation à des moments à l'extérieur de nos deux bosses de chameau. On va moderniser nos centrales. Donc, à l'intérieur des conduites actuelles de centrales, on est capable de faire des gains de plusieurs points de pourcentage et d'augmenter de façon significative la puissance de nos centrales, même si théoriquement, elles n'auront pas une capacité en kilowattheures supplémentaires. Donc, la modernisation de nos conduites pour augmenter la puissance instantanée de nos centrales ont surtout un gain en puissance plutôt qu'en énergie parce qu'essentiellement, la taille du bassin, lui, va être à peu près la même. Donc, on veut vraiment moderniser nos centrales d'abord et avant tout pour augmenter leur puissance. On augmente aussi le nombre de centrales parce qu'évidemment, la centrale, au même titre que les kilowattheures, va augmenter aussi la puissance disponible et tout le stockage. Donc, les batteries. Puis on va y revenir, il y a même votre véhicule, on y reviendra un peu plus longtemps plus tard, est une batterie, hein, sans doute, et elle peut participer dans les prochaines années à justement être une accumulation pour le réseau électrique, pas seulement pour vos déplacements. Donc, les batteries fixes, l'accumulation thermique, l'accumulation électrique sont toutes des stratégies qu'on peut utiliser pour accumuler, un peu comme on le fait derrière nos barrages en accumulant l'eau. Bien là, il y a d'autres stratégies qui peuvent le faire pour accumuler ça chez nos clients. Fait que ça fait un portrait un peu distinct entre l'énergie et la puissance pour les moyens qu'on met de l'avant. Et un petit rappel ici, comment l'énergie se rend chez vous. Okay? Donc, on a les outils de production à votre gauche, puis on a votre maison à droite. Il y a plein de morceaux dans l'échiquier qui vous amènent l'énergie d'une centrale jusqu'à votre maison. Jusqu'il y a à peu près 10 ans, le modèle était comme ça et c'était immuable. Mais maintenant, ce que je veux souligner ici, c'est que votre maison, elle est partie intégrante du réseau de plus en plus. Les clients et même, donc, d'un bout à l'autre du réseau, il y a des opportunités à suivre. Donc, le transport, évidemment, c'est les lignes à haute tension qu'on voit souvent sur le long des autoroutes. Les postes, un peu là, permettent de réduire la tension pour faire des économies de transport. Et au bout de la ligne, vous avez une tension réduite dans votre maison. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure d'aider le réseau au grand complet. Donc, ici, c'est une filière qui avant était unidirectionnelle de gauche à droite. Maintenant, la partie de droite peut aussi participer, pas seulement en efficacité énergétique, mais aussi en gestion de puissance. Voilà. Donc, il faudra installer plus de bornes. Il va falloir ajuster nos réseaux, mais encore une fois, on peut ajuster la taille de ce réseau-là avec les moyens qu'on va avoir auprès de la clientèle. Donc,
les deux slides qu'on a montrés en puissance et en énergie sont importants pour s'assurer qu'on ait des bornes à la bonne place et qu'ils puissent être contrôlés adéquatement. J'ajouterais, Étienne, que dans Oui, les c'est certain. bornes publiques, on parle de privé, donc ce qu'on installe chez soi, mais chez soi en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Mais quand on parle de bornes publiques, donc des bornes qui sont un bien commun, évidemment qu'on doit payer pour utiliser, mais qui nous sont rendus disponibles sur l'espace public. On a vu essentiellement pour le moment des bornes pour une recharge opportune le long des rues, dans des stationnements, puis tout ça. Mais de plus en plus, on va voir des infrastructures qui vont répondre à des besoins un peu différents. Les orphelins de recharge en sont un. C'est des gens qui ne peuvent pas avoir de bornes à la maison et qui, eux, dépendent essentiellement ou exclusivement de la recharge publique pour être capables de vaquer ces occupations. Donc, il faut penser à des stratégies pour eux, des bornes pour eux, que ce soit des bornes actuelles auxquelles on va donner une vocation particulière ou que ce soit des nouveaux types d'infrastructures qu'on va mettre en place pour répondre à ce besoin-là. Donc, ça ajoute des bornes sur le réseau, mais il y a également le transport de marchandises, il y a également les autobus scolaires, il y a également un paquet de moyens de transport qui s'ajoutent, qui vont demander des infrastructures de recharge. Donc, le camion qui amène des vêtements entre une usine qui fabrique du textile à Montréal et qui va amener ces vêtements-là à Québec, ben, pourrait avoir besoin, tout dépendant de la taille du camion utilisé, de faire une recharge quelque part sur l'autoroute 20 ou 40 entre Montréal et Québec. Ça prend donc des infrastructures destinées, réservées à ce type de véhicules-là. Même réflexe avec je parlais d'autobus tantôt, on se dit, ben ouais, un autobus, il les charge au dépôt. L'autobus, le matin, l'autobus scolaire, elle va aller porter les élèves. Ça va prendre une heure et demie. On ramène l'autobus, on le charge toute la journée, on le ressort en fin d'après-midi. On va rechercher. Donc, toute la recherche se fait 100% du temps dans le dépôt ou dans le garage. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas que les entreprises de transport scolaire génèrent une partie importante de leurs revenus, non pas avec le transport scolaire, mais avec tout ce qu'ils font en périphérie, tout ce qui est charter, là, des voyages scolaires, des équipes sportives qui partent de Montréal puis qui vont jouer une game de hockey au Saguenay puis qui reviennent. Ben, les autobus sont réservés. Et là, l'autobus, ça a fait Montréal-Saguenay. Vous comprendrez qu'elle ne se chargera pas juste en dépôt. Là. À un moment donné, ça se peut qu'à l'étape, il va falloir qu'elle se recharge. Donc là, tout ça demande d'ajouter des points de ravitaillement. Ces points de ravitaillement-là surchargent les transfos, les lignes de distribution, les lignes de transport, puis comme on vous a montré dans les graphiques précédents, mais ça va jusqu'à la production qui doit être suffisante pour être capable de nous amener cette quantité d'énergie-là à la puissance dont on a besoin. Exact. Je te laisse poursuivre, Martin. Bien, OK, pas de problème. Donc, lorsqu'on parle des pistes de solutions pour la recharge, il y a également tous les enjeux liés avec la recharge en multilogement. C'est un sujet complexe en soi. On pourra faire une conférence juste là-dessus. On le fera peut-être un jour d'ailleurs, Étienne. C'est un sujet qui nous Oui. tient à cœur tous les deux. Mais il existe au moment où on se parle quand même des solutions pour aider les gens qui sont en multilogement, où il pourrait y avoir potentiellement beaucoup de voitures électriques dans le même stationnement, intérieur ou extérieur. Et là, on a des enjeux de capacité en termes de puissance. On a des enjeux de partage des ressources. Il existe des contrôleurs de charge. Il existe des panneaux électriques intelligents maintenant. Il y a des solutions logicielles qui existent pour venir en aide, entre autres nos amis chez Eddy qui ont une solution logicielle qui permet là, par un moyen informatique de partager des ressources et de faire en sorte qu'on ne surcharge pas les réseaux. Il y a du partage de bornes, un genre de Airbnb ou de partage, dans le fond, de nos propres infrastructures via des plateformes comme Foresta qui me permettrait, moi, par exemple, de partager ma borne résidentielle si je ne suis pas là le jour parce que je suis parti travailler, mais que j'ai un de mes voisins qui, lui, pourrait venir se charger dans mon stationnement le jour pendant que je n'y suis pas. Ben, c'est une borne pour deux véhicules et il y a des outils comme Foresta qui nous permettent de gérer une rétribution pour l'utilisation de ma borne personnelle et par le fait même, évidemment, de l'électricité sur mon compteur électrique. Donc, c'est des solutions qui existent. Donc, qui existent actuellement, même si tout n'est pas parfait, même si c'est en grande évolution au moment où on se parle, des solutions. Il faut juste consulter là, des gens spécialisés dans le domaine pour se faire aider, mais il existe des belles solutions. Exact. Et si vous êtes locataire, justement, et vous posez la question comment je vais faire si je m'achète un véhicule électrique, même dans un multilogement, bien, parlez à votre locateur. Peu importe le statut est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est un privé, est-ce que c'est une personne en tant que telle,
il doit avoir une stratégie. Et s'il n'y en a pas, ben il va être en retard sur la game, entre guillemets. Donc, parlez-lui, je prévois l'achat d'un véhicule électrique. Qu'est-ce que tu as en tête dans les prochaines années? Oui, c'est bien la borne à quelques coins de rue où je vais sur le circuit électrique, mais j'aimerais être en mesure de le faire à domicile. Ouais. Et tranquillement, pas vite, ces questions-là vont amener les locataires ou les gestionnaires de bâtiments à réfléchir sur l'approche à prendre pour l'alimenter. Et si vous êtes dans des condos, bien probablement que votre syndicat de copropriété a déjà regardé des solutions ou évalue les solutions. Donc, regardez ça aussi. Parlez-en à votre CA si vous êtes dans cette situation-là pour voir quel est le statut actuel dans votre bâtiment. Évidemment, on a parlé beaucoup des situations pour des personnes qui ont leur propre stationnement, mais là, on voulait faire une petite pause sur les gens qui sont dans des situations différentes. Voilà. Tout à fait. Alors, Donc, oui. Ben, vas-y, qu'est-ce Martin. qu'on peut faire pour contribuer? Donc, si on est électromobiliste ou futur électromobiliste, la question que les gens se posent probablement, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant qu'électromobiliste pour aider, donner un coup de main, ne pas faire partie du problème, mais plutôt faire partie de la solution. Donc, une question qu'on peut vous demander, c'est si vous avez une voiture électrique, programmez-vous l'heure de recharge de votre véhicule électrique. Tantôt, on vous a donné un petit hint là, sur ce qu'il faudrait faire et pas faire. Vous voyez quand est-ce que le réseau est le plus sollicité en termes d'heures. Logiquement, si vous programmez votre véhicule pour qu'il se recharge à une heure en particulier, on va essayer que ça ne corresponde pas au moment où on a déjà des pointes de demande. On va essayer de se mettre au moment où Hydro-Québec a plutôt des creux pour éviter de surcharger le réseau, bien entendu. Puis avez-vous une mise en place d'autres solutions qui vous sont offertes comme de la tarification dynamique? Donc, on a des plans qui peuvent être avantageux ou ILO. Donc, on vous pose la question, puis on va regarder un peu les différentes solutions qui sont en lien avec ça. Mais moi, avant d'aller plus loin, Oui, Étienne, il y a vas-y, quelque chose qui me Martin. tient à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un peu, ça me tient à cœur pour deux raisons, parce que je pense que c'est la bonne réflexion à se faire. Puis deuxièmement, j'aime ça quand c'est un peu contre-courant. Là. Moi, j'étais un peu comme un saumon, j'aime ça remonter à rivière des fois. Et je sais que la mode, autant au niveau des électromobilistes que des vendeurs d'équipements, c'est de vouloir installer la borne la plus grosse possible. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, si elle est plus grosse, ça va être plus forte. Si elle est plus forte, ça va charger plus vite. Donc, j'élimine le risque d'avoir des problèmes parce que ma voiture va se charger vite. Et l'autre réflexion qu'on se fait ou que notre vendeur de borne nous fait, c'est ben, mets-en une plus grosse tout de suite, même si ta voiture ne le prend pas fort comme ça, tu es blindé pour l'avenir. C'est une voiture plus grosse plus tard ou tu as plus qu'une voiture, ça va t'aider. Bien entendu, c'est vrai qu'une borne plus puissante va charger notre véhicule plus vite. Si et seulement si notre véhicule est capable de prendre cette puissance-là, ça, c'est une chose. Ce pas tous les véhicules qui peuvent se charger au maximum de ce qui existe comme vitesse de borne de recharge sur le marché. Mais en supposant que notre véhicule peut charger très, très vite, est-ce que je dois nécessairement acheter la borne qui est ultra rapide pour notre véhicule pour charger le plus vite possible? Moi, je vous amène juste la réflexion suivante. Votre panneau électrique à la maison, là, puis dépendant de la maison que vous avez, ça peut varier, ça peut être moins, ça peut être plus, mais mettons de façon standard, les panneaux électriques, c'est des panneaux qui sont des panneaux de 200 ampères. Ça, c'est la quantité de courant que peut fournir votre panneau électrique. Si vous installez une borne de recharge, le plus petit modèle de borne de recharge niveau 2 que vous pouvez acheter sur le marché, c'est des bornes de recharge qui sont 6,6 kW, 7 kW. Ça va demander 30 ampères à peu près de courant. Donc, quand votre borne est en fonction, vous allez venir chercher 15 de la capacité de votre panneau électrique, là, 30 ampères sur une capacité de 200 ampères. Si vous prenez une borne un peu plus puissante, parce qu'il en existe des bornes de 11 kW, puis peut-être que votre véhicule le prend, vous dites, moi, je vais aller chercher ça, 11 kW, ça va charger plus vite, bien, vous allez tirer 48 ampères, ça représente 24 de la capacité de votre panneau. Donc, vous êtes au quart à peu près de la capacité de votre panneau. Quand votre auto charge, il vous reste le trois quarts de la capacité de votre panneau disponible pour d'autres appareils, le chauffage, peu importe ce que vous avez d'électrique à la maison. Il existe des bornes encore plus puissantes qui sont devenues de plus en plus populaires avec l'arrivée des véhicules un peu plus gros, là, le F-150 Lightning, les Silverado, les pick-up électriques. C'est des appareils en niveau 2, mais à 19 kW qui vont demander 80 ampères. On est à 40 on approche la moitié de la capacité de notre panneau. Là. Ça veut dire que quand l'auto à charge ou le camion charge, attention, là, on vient siphonner une partie importante du courant qui est disponible dans notre panneau électrique. Il faut savoir que mettre 100 km, mettons que vous travaillez
vous allez travailler au bureau, votre voiture est pleine, vous Banlieue, là. partez, vous Exact. revenez, vous faites 100 km dans votre journée. Tu sais, 100 km d'une journée, je comprends que la fin de semaine, pendant les vacances, on fait plus que ça dans une journée, mais moi, je parle là, le day-to-day, là, tu sais, là où on veut regarder le cas de figure le plus fréquemment répandu. Mettons, vous faites 100 km. On aurait pu mettre d'autres chiffres, mais à 100 km, à 7 kilowatts, ça prend 2,35 heures. Donc, vous revenez de travailler avec la borne la plus petite qui existe, là, vous la branchez. Évidemment, vous êtes un bon citoyen, vous ne la faites pas, vous avez programmé votre auto pour que ça ne charge pas à l'heure du souper parce que vous savez qu'Hydro-Québec a un pic d'énergie, on déplace l'énergie. Vous faites partir ça, mettons, à 8 heures le soir. Ben, à 10h30, votre auto est pleine. Ça aurait donné quoi de prendre une borne plus rapide, comme la borne de 11 kilowatts, qui, elle, va vous charger en 1h30 plutôt que 2h30, ben, 2 heures et un quart et un tiers, 2h,35, c'est 2 heures et un tiers. 1h30 dans le cas d'une borne de 11 kilowatts ou 52 minutes dans le cas de la borne de 19 kilowatts. Entre vous et moi, le soir, quand vous êtes à la maison en train d'écouter votre téléroman préféré en pantoufles et que vous entendez que votre borne vient de démarrer la recharge parce qu'il est 8 heures, que la recharge se termine à 8h52, à 9h50 ou à 10h, ça ne change rien sur le fait que ça va être full au bouchon le lendemain matin. Et là, le réflexe est de dire, oui, mais mettons que je ne suis pas parti plein le matin, là, fait que c'est pas juste 100 km d'énergie que j'ai à mettre dedans. Bien, je l'ai fait le calcul. Si on suppose que vous avez une voiture qui a une batterie de 66 kWh, ce qui est une grosseur d'une taille de batterie assez moyenne aujourd'hui, ce n'est pas les plus grosses, pas les plus petites, et que vous êtes vide, ce qui arrive jamais finalement, parce que vous avez poussé votre auto dans le driveway, là, ça était bien vide, puis qu'elle commence à charger à 20 heures, mais dans le cas de la borne la plus lente, donc celle de 7 kilowatts, à 5h30 le matin, votre voiture va être pleine, vous partez travailler pareil. Puis dans le cas de la borne de vitesse intermédiaire au milieu, là, ben, c'est à 2 heures du matin qu'elle va être pleine, alors que la borne plus rapide vous permet de la recharger bien pleine au bouchon à 11h30. Je ne suis pas en train de dire que la borne la plus rapide n'a pas son utilité. Si vous avez effectivement un Silverado avec la grosse batterie, que vous travaillez à tirer une remorque, que votre camion est souvent vide le matin et que vous devez remplir une très grosse batterie, beaucoup plus grosse que 66 kWh comme dans mon exemple, peut-être que pour vous, c'est nécessaire. Mais c'est une infime partie des gens qui ont besoin de la grosse borne. Je vous dirais une très faible partie qui ont besoin de la moyenne. La très vaste majorité des gens pourraient se contenter de la borne de 7 kW. 7 kW versus 19 kW, on est plus de 2 fois moins puissant. Donc, quand on disait tantôt qu'il faut modérer un peu la puissance qu'on tire sur le réseau parce qu'on a des enjeux de puissance, bien, si tout le monde se change à 19 kW, on atteint la limite des appareils, des transformateurs, des lignes de transport d'Hydro-Québec beaucoup plus vite que si on charge à 7 kW, alors que pour la moyenne des ours, la 7 kW fait la job. Je te repasse la parole, Étienne. Et c'est des coûts sociétaux qui sont importants qu'on a besoin de faire justement des ajustements de cette taille-là. Puis j'ajouterais aussi qu'évidemment, insérer une 80 ampères dans un panneau existant peut être une limitation souvent pour votre électricien qui va demander des suppléments, quitte à même changer le panneau principal, ce qu'on souhaite que vous ne fassiez pas nécessairement pour l'ajout d'un simple véhicule électrique. Donc, il y a des solutions, plein de solutions. Regardez ce qui est positionné. Puis la première, c'est de regarder la taille sobre d'une borne de recharge, en effet. Ici, c'est une statistique très intéressante, puis je pense que ça ne surprendra personne. La courbe que vous voyez ici, c'est la courbe typique moyenne d'appel de puissance quand on met plein de bornes ensemble. Ici, je crois que le nombre de bornes qui a été mesuré, c'est environ 200 bornes, où on a regardé le profil moyen de consommation de la borne pendant une journée typique. Et ça, mélangé, peu importe le nombre de véhicules et la taille des véhicules. Et sans trop de surprise, la charge se fait surtout au retour à la maison. Et comme la plupart des gens travaillent de jour, ben, on a une forte croissance. Et même si on vient de voir que la borne typique a environ 7 kilowatts, ben, il y a des bornes utilisées, il y a des bornes pas utilisées, il y a des bornes utilisées de façon fréquente, d'autres moins. La moyenne est d'environ 1,3 kW d'appel de puissance maximale autour de 19h30. Je rappelle que j'avais dit que l'appel de puissance maximale qu'on avait besoin de réduire, comme on l'a mentionné, était justement à 19h30 le soir pendant qu'il fait froid. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est de déplacer cette
charge-là à l'extérieur après 8 heures. Donc, et encore, on revient à notre 100 km là, d'une consommation sur les bornes de recharge typiques. On va être capable de déplacer cette charge-là après 8 heures en programmant notre borne ou en programmant notre véhicule. Et c'est ce qu'on souhaite que la plupart des clients puissent mettre en place avec nos offres de tarification dynamique ou toute autre offre disponible. Et même si vous n'êtes pas à la tarification dynamique, c'est quand même une bonne habitude à prendre d'utiliser la nuit comme source de recharge pour simplement donner un peu d'air à notre réseau. Donc, voilà, on déplace la charge puis on la déplace à l'extérieur de nos fameux deux bosses. Le matin, pas trop un enjeu puisque les véhicules sont déjà pas mal tous pleins ou sur la route. Et l'après-midi, c'est surtout là où il faut mettre l'effort pour déplacer notre charge le plus tard possible en soirée, idéalement après 8 heures, voire après minuit. Voilà. Étienne, avant de passer à l'autre slide, moi, je veux juste dire aux gens que de tous les appareils énergivores que vous avez, que vous possédez, votre véhicule électrique est de loin celui pour lequel c'est le plus facile de déplacer la consommation d'énergie. Votre tank à eau chaude, quand les gens consomment de l'eau, à un moment donné, elle va partir, vous n'avez pas nécessairement le contrôle dessus. Votre four, ben, tu ne veux pas souper à 3 heures l'après-midi, puis tu ne veux pas, tu comprends, il y a des heures, tu n'as comme pas le choix. Votre véhicule, c'est une programmation dedans, c'est très simple. Ceux qui ne savent pas comment faire, votre manuel de l'utilisateur ou encore un collègue ou l'Association des véhicules électriques du Québec peuvent vous aider. Vous le programmez une fois, vous lui dites, moi, quand je te branche, je ne veux pas que tu te charges tout de suite, je veux que tu commences à 8 h, 9 h, 10 h le soir. Et à partir de ce moment-là, votre véhicule va se charger tout seul la nuit. C'est 5 minutes de votre temps, puis vous venez de régler le problème pour toujours. Hyper simple à faire. Exact. Et si c'est votre véhicule ou c'est trop compliqué, il y a d'autres solutions. Les bornes peuvent faire la chose à votre place et même le gros bon sens pour dire, ben, je vais brancher après 8 heures tout simplement. Donc, un peu ici, le résumé un peu plus détaillé de nos offres tarifaires. Je vous rappelle que la tarification dynamique est toujours en vigueur. Elle vous permet justement, et elle est parfaitement adaptée aux électromobilistes, que ce soit le tarif de crédit hivernal qui vous permet justement de faire des gains sur les défis qu'on envoie, le tarif FlexD qui donne un plus grand potentiel d'économie, mais qui nécessite une plus grande attention aussi. C'est toujours le chauffage des espaces, donc votre chauffage électrique qui va vous donner le plus grand gain. Mais comme le disait Martin à l'instant, c'est quelque chose qui vous impacte un petit peu plus. Vous allez peut-être avoir une baisse de température dans votre salon, mais tandis que le véhicule électrique, vous en rendrez même pas compte. Là, il va juste s'occuper de lui-même après ces périodes de pointe-là. Et le ILO, évidemment, qui automatise tout ça. Et si vous ne le saviez pas déjà, plusieurs des bornes de recharge sont compatibles à ILO. Donc, sans même avoir à programmer votre véhicule, votre borne de recharge peut le faire également et recevoir les signaux d'ILO pour être sûr de ne pas utiliser la borne pendant les périodes de pointe, ce qui vous permet d'être encore plus flexible. Et j'ajouterai une petite note en bas de page que j'ai ajoutée dans notre dernière demande à nos régisseurs. Nous avons proposé un tarif qui va permettre d'utiliser les heures creuses à l'année. Donc, pour l'instant, nos options ILO et tarification dynamique étaient restreintes aux mesures d'hiver, donc entre le 1er décembre et le 31 mars. Mais la nouvelle offre qui devrait être en vigueur si tout est accepté quelque part en 2026, donc pas l'année prochaine, mais la suivante, on va être en mesure de faire des économies particulièrement intéressantes pour les véhicules électriques à l'année. Donc, même charger son véhicule électrique la nuit pendant l'été va vous amener également des économies, ce qui n'était pas possible avec les offres qui sont actuellement en vigueur. Donc, restez bien branchés, sans faire de jeu de mots, sur nos annonces parce que cette tarification-là, si elle est acceptée telle que proposée, va être disponible dans quelques dizaines de mois pour vous permettre de faire des économies à l'année. Voilà. Donc, je vous rappelle, si c'est ILO qui vous intéresse pour à la fois jumeler des gains pour vos bornes de recharge et pour vos autres charges comme le chauffage électrique, on a des offres promotionnelles pour ILO de façon continue. Assurez-vous de vous brancher sur le site web d'ILO et regarder les offres qui sont en cours. Il y a des offres. Puis même,
les offres qu'on a mis là sont peut-être déjà remplacées par d'autres. Là, donc, on s'excuse déjà si ce n'est pas tout à fait les offres qui sont en vigueur aujourd'hui, mais ça change et c'est très dynamique. Et on ajoute dans le portefeuille d'ILO plein de nouvelles opportunités. Il y a des nouveaux thermostats, des nouvelles marques de thermostats qui ont été ajoutées tout récemment dans l'écosystème d'ILO. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec des opportunités ou avoir à travailler vous-même à jouer avec votre véhicule ou vos thermostats, ILO est la solution pour vous pour justement automatiser le tout et avoir la tête tranquille. Je glisse sur un autre sujet ici, peut-être que ça va allumer certaines lumières chez certains, mais le véhicule, j'en ai mentionné un petit peu tout à l'heure, votre véhicule, c'est une belle grosse batterie. Martin me présentait une moyenne d'environ 60-66 kWh. C'est beaucoup d'énergie, 66 kWh. Ça vous permet justement de faire 400 km ou à peu près, même plus sur l'autoroute, mais ça permet aussi d'alimenter votre maison pendant plusieurs heures. Donc, on pense qu'on a des solutions qui va permettre à utiliser cette belle batterie-là, pas seulement pour rouler, mais également pour alimenter votre maison. Maintenant, ça, c'était les fleurs. Voici le pot. C'est que ce n'est pas tout à fait encore très grandement disponible. Il y a un enjeu de disponibilité des véhicules, il y a un enjeu de disponibilité des bornes compatibles. Bref, ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, on l'a vu dans certaines publicités, certains fabricants, c'est de faire du véhicule vers la charge. Vous êtes en mesure de brancher une rallonge là, de 120 volts, une rallonge très traditionnelle dans votre véhicule pour alimenter, par exemple, votre frigo en période de panne ou même faire du camping de luxe en ayant des belles petites lumières dans votre site qui vont être alimentées par votre batterie. Ça fonctionne très bien et c'est probablement l'utilisation la plus commune disponible aujourd'hui sur le marché. Quand on va vers la résidence, on parle de solutions d'urgence. Pendant une période d'arrêt, vous aurez une opportunité de déplacer la charge de certains de vos équipements dans la maison vers votre batterie. Ça nécessite quand même pas mal d'équipements entre votre véhicule et la maison, mais ça s'en vient. Okay? Et on va pouvoir le faire. Et l'autre option, c'est le véhicule à réseau, donc la synchronisation de la batterie du véhicule à même le réseau pendant qu'il n'y a pas de panne, de façon à pouvoir vider la batterie et profiter justement de nos moyens de gestion de puissance à son maximum. Vous seriez en mesure, en combinant la batterie de votre véhicule et des moyens de gestion comme baisser la température de votre thermostat ou même reporter des douches, de venir effacer pratiquement au complet la consommation de votre résidence, Ouais. voire alimenter le réseau avec quelques extras. Donc, encore une fois, le nombre de véhicules compatibles à ces deux dernières options-là est quand même encore restreint dans le marché nord-américain, mais on pense que ça va de façon importante grandir dans les prochaines années. Vas-y, Martin. Ouais, et c'est là qu'on disait tantôt que le véhicule électrique peut être à la fois un ennemi, mais peut être aussi un ami dans un contexte de véhicule to home ou même la dernière strate véhicule to grid, donc véhicule au réseau. C'est qu'à l'heure du souper, tout le monde branche son véhicule. Le véhicule ne se charge pas tout de suite, donc donne un petit break au réseau, mais en plus, si on est dans une période d'hiver où il fait très froid, on pourrait même venir chercher l'énergie dans la batterie pour l'envoyer sur le réseau pour donner un coup de main au réseau d'Hydro-Québec et on vous remettrait cette énergie-là dans votre batterie la nuit alors que la période de pointe serait terminée, par exemple. Tu sais, du point de vue Voilà. conceptuel, c'est ce que ça pourrait permettre de faire. Donc, plutôt qu'Hydro-Québec achète, je ne sais pas moi, 25 ou 30 méga batteries qu'elle va connecter sur son réseau parce que ça existe, ça. Hein, on a des filiales dont Evelo qui fabriquent des grosses batteries dans lesquelles on peut stocker l'énergie si la redonner. Mais on peut aussi, plutôt que de mettre 50 ou 200 grosses batteries, on peut plutôt utiliser le 1 million, le 2 millions de plus petites batteries dans les stationnements de tous les résidents qui ont des véhicules électriques et venir, évidemment, moyennant que vous adhériez à cette cause-là, venir utiliser vos petites batteries comme étant des sources d'approvisionnement momentanées, moyennant le fait qu'on va vous remettre cette énergie-là au bon moment pour que vous n'ayez pas de problème par la suite. Je te laisse le mot de la fin. Ben, je peux même ajouter que pour cet aspect-là, ça fait rêver des énergéticiens comme moi et Martin, là, parce que la solution est parfaite. Les enjeux d'intégration sont tous là. Donc, oui, la Ouais. batterie est sur 4 roues, elle est disponible. On aimerait bien harnacher son opportunité.
on se garde une petite gêne. On sait que les enjeux technologiques sont encore là, mais on a très bon espoir que des produits soient disponibles dans les prochaines années, autant les véhicules que les onduleurs ou les intermédiaires entre votre maison et le véhicule pour remplacer ou optimiser votre borne qui va devenir maintenant une borne bidirectionnelle et venir régler beaucoup de problèmes. Il va en avoir d'autres à régler, mais cette opportunité-là est très, très belle. C'est pour ça qu'on prenait quelques minutes pour vous en parler, pour dire que c'est vraiment une des vigies qu'on tient le plus serrées. Mais on est un petit peu à la remorque de nos fabricants automobiles pour attendre un peu que les véhicules soient au goût du jour et nous permettent de faire ça dans les prochaines années. Voilà. Donc, Donc, Jade, on vous présente donc les références si oui, vous voulez contacter soit le service à la clientèle d'Hydro-Québec, ILO, le circuit électrique. Donc, c'est des sites où j'imagine des entités que vous connaissez bien déjà, mais on voulait quand même vous donner les références. Et puis, il reste quelques minutes pour les questions. Jade, j'imagine que c'est toi qui va qui va nous poser les questions. Donc, on t'écoute. Oui, bah oui. Merci Martin et Étienne pour la belle présentation. Donc, au niveau des questions, on a reçu pas mal. Je vais commencer par une question de précision. Dans la slide qui parlait de la croissance énergétique, il y a une question qui demande les besoins des secteurs émergents dont il avait été fait mention. On parle de quel secteur en fait quand on parle de secteur émergent? très bonne Étienne. question. Donc, les secteurs émergents, les plus importants, donc, on a mis de l'emphase sur des secteurs comme l'hydrogène vert, comme les batteries. Donc, tout cet secteur-là a été priorisé par le gouvernement justement pour recevoir des blocs énergétiques. Donc, effectivement, les enjeux, il n'y a pas seulement Nordvolt, là, il y en a plusieurs autres qui ont fait des demandes de branchement dans le quartier, dans la vallée de la transition énergétique. D'ailleurs, je rencontrais un membre de la vallée justement hier dans des rencontres et, il y a beaucoup de constructions qui sont faites là. Donc, bref, les secteurs émergents, c'est vraiment le choix que le Québec s'est donné pour attirer des entreprises dans un domaine bien particulier. Et ces secteurs-là sont liés à une transition énergétique également, mais dans la production de solutions pour y arriver. Il y a les centres de données également, si je ne me trompe pas, les centres de données comme Amazon ou je ne sais pas quoi, là, les grosses entreprises informatiques qui utilisent énormément de serveurs et de stockage de données. Font partie effectivement de cette filière émergente-là. Donc, ce n'est pas de la production manufacturière traditionnelle, c'est pour ça qu'on les nomme en mode émergent. Ok, super. Merci pour l'explication. On a une autre question qui demande, y aura-t-il une harmonisation tarifaire entre le réseau public et le réseau privé quand on parlait des bandes de recharge? Martin, la tarification des bornes de recharge, qu'est-ce que Ouais, tu as ajouté ben, là-dessus? euh, je ne crois pas qu'à court terme, il y ait une harmonisation imposée. Moi, je vous dirais qu'il y aura plutôt une harmonisation qui va être comme un peu amenée par les forces du marché. C'est-à-dire qu'il est très peu probable qu'un réseau, puis on le voit dans le secteur des autres énergies comme l'essence, par exemple. Il peut y avoir des petites fluctuations entre une station-service X et une station-service Y, mais tu n'auras pas ton essence à 1,50 $ une place, pas à 3,25 $ à l'autre. Là. Ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que, et c'est un des enjeux aussi, je ne vous cache pas que c'est un des enjeux. Hydro-Québec est à la fois le meilleur ami et le plus grand ennemi du développement de ces réseaux de recharge-là parce que nous avons l'offre de recharge, la moins chère, en tout cas l'une des moins chères en Amérique du Nord et très certainement la moins chère au Canada. On fait du balisage, ce qui fait que nos prix sont tellement bas que les entreprises privées qui s'installent ne peuvent pas peuvent pas offrir le même service que nous à 50 plus cher. Et étant donné qu'ils, dans bien des cas, ils font leurs calculs, leur analyse financière, puis ils se rendent compte que ça ne sera pas assez payant, mais retardent leur arrivée sur le marché. Donc, il y a je dirais, une fine danse qui doit se faire entre charger, facturer le juste prix de ces infrastructures-là qui coûtent cher à déployer. Hein. Ce n'est pas juste l'électricité que vous consommez, c'est la pièce d'équipement qui est là. Ça a coûté 150 000 dollars à installer parce que c'est une bande Le rapide bloc de de béton, 250. Exactement. Il faut rentabiliser cette pièce d'équipement-là. Il faut être capable d'avoir les revenus pour l'entretenir, ça brise. On veut que le réseau soit fiable. Donc, il y aura une harmonisation des prix au fil du temps. Plus le privé va arriver et va s'installer,
plus de façon naturelle et osmotique, là, les prix vont s'harmoniser pour que ça soit le plus près possible. Mais je ne crois pas qu'on en arrive à, par exemple, au Québec, le prix de 1 kWh à une puissance de 100 kilowatts va avoir le même prix partout. Là. Je ne pense pas que ce soit dans les intentions d'harmoniser ça à ce point-là. En tant Voilà. qu'électromobiliste, je fais un ajout d'expérience. Il faut quand même, sans dire magasiner, mais s'assurer qu'on ait une bonne vision du coût de la borne qu'on choisit avant de s'y brancher, simplement pour s'assurer un peu dans quoi, entre guillemets, on s'embarque. J'ai vu des prix, effectivement, puis je pense que la question relative à ça qui fluctue quand même de façon aujourd'hui importante, mais je pense que je suis un peu d'accord avec Martin. Une façon ou d'une autre, on va avoir un nivelage osmotique. J'aime beaucoup aimer ton choix ton choix de mots pour arriver à une stabilisation des coûts différents en fonction des différentes tailles de bornes là, qui sont disponibles. Super, merci pour la réponse détaillée. On continue un peu sur le même sujet. En fait, une question de René qui demande, va-t-on pouvoir un jour payer simplement à l'aide d'une carte de crédit pour une recharge sur le réseau public? Ça, c'est pour toi, Encore Martin. une question qui tombe dans ma cour. Hein? Ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je vous dirais que les probabilités sont que non, pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que sortir une carte de crédit va devenir un acte désuet très bientôt parce qu'on s'en vient très rapidement avec des solutions de plug and charge, c'est-à-dire qu'on va brancher le pistolet dans le véhicule. Le véhicule, la borne de recharge va avoir l'information du véhicule, va reconnaître le numéro de série du véhicule, va savoir que ce véhicule-là appartient à Roger Tremblay. Et dans le compte du circuit électrique de Roger Tremblay, il y a une carte de crédit qui est rattachée, donc on va pouvoir facturer son compte automatiquement. Donc, on est déjà en test avec ces technologies-là au circuit électrique. Il y a d'autres réseaux comme Tesla qui le font depuis longtemps, d'autres qui commencent à le faire aussi. Il existe différents standards, soit dit en passant, qui n'ont pas tous les mêmes enjeux au niveau de ce que ça permet de faire ou même de la sécurité informatique reliée à tout ça. Il faut comprendre qu'il y a une communication. Là, votre véhicule ne fait plus juste tirer de l'énergie, là, il envoie de l'information dans son numéro de série sur le réseau. Donc, ça demande une certaine gestion de la sécurité informatique autour de tout ça. Mais c'est la prochaine étape. Donc, on mise beaucoup plus là-dessus que sur l'acte de sortir une carte de crédit que vous allez taper. Ça ne sera même plus nécessaire. Vous allez débarquer de votre auto, vous allez brancher votre véhicule et that's it. C'est bien plus vers ça qu'on s'en va. Merci Martin pour la réponse, c'est super intéressant. Et on va continuer encore. Une autre petite question, c'était par rapport aux bornes de recharge et le réseau public. Donc, on voyait qu'il y avait quand même une expansion énorme en fait des réseaux qui sont disponibles, enfin des bornes de recharge qui sont disponibles dans le réseau. Qu'en est-il en fait pour les zones rurales ou moins densément peuplées où il y a un peu moins de bornes de recharge du coup, et parce qu'il y a certaines craintes de certaines personnes quand ils font de longs trajets de ne pas pouvoir trouver en fait des bornes pour pouvoir recharger leur véhicule. Encore Est-ce dans qu'il ma y a... cour. Oui. Ça tombe encore dans la Écoute, tienne, Martin. Je suis désolé. ouais. Puis je n'ai pas posé des questions plus en lien avec les capacités énergétiques. Hein. Moi, je vous dirais qu'au Québec, on est probablement l'endroit dans le monde, pas juste au Canada, dans le monde, où le réseau est le plus développé à l'extérieur des grands axes routiers. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des équivalents de mettre des bornes rapides à Natashquan comme on fait, ou de mettre des bornes rapides entre Sept-Îles, puis je ne sais pas moi, Blanc-Sablon, peu importe, là, voire même maintenant jusqu'à Bay James avec des bornes qui sont alimentées par le solaire comme on a installé dernièrement. On est dans les seuls endroits au monde qui fait ça. Donc, je voulais juste recadrer aussi le fait que on n'est pas mal desservi en région autre que grande région urbaine. Maintenant, on est moins desservi. C'est sûr, il y a moins de véhicules électriques aussi. Une chose est sûre, c'est qu'avec l'augmentation du privé, les entreprises privées, elles vont faire quoi? Elles vont s'installer là où il y a de l'argent à faire. Ils n'installeront pas une borne en Natashquan pour avoir un équipement de 100 000 sur laquelle il va y avoir 12 recharges par année. Ils vont installer des bornes dans les grandes villes où il va y avoir des milliers de recharges par mois sur la borne et où il y a de l'argent à faire. Si Hydro-Québec n'a plus besoin de mettre des bornes là parce que le privé le prend,
guess what? Hydro-Québec va suivre ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire son développement, qui est un développement provincial, et va augmenter son ratio de bornes qui vont être mises dans des endroits un peu moins populaires, disons ça comme ça, par les entreprises privées. Donc, on va sûrement, à ce moment-là, augmenter notre nombre de bornes de recharge sur les routes secondaires, en région, etc. Donc, ça va être un partage du territoire québécois, mais on s'attend à ce que l'entreprise privée va focuser plus là ou dans les zones densément peuplées parce que eux, leur modèle d'affaires, c'est de faire de l'argent. Le nôtre, c'est d'électrifier le Québec. Voilà. Mais merci beaucoup, Martin. Super réponse. Euh, Oui, c'est ça, c'est un peu pour rassurer aussi les gens qu'il y a des actions qui sont faites, puis qu'il y a des bornes de recharge qui vont s'en venir. En petite question, on parle plus là de la gestion de la recherche, planification. Donc, une question de François, est-ce que nous pouvons avoir un calculateur qui prend en compte en fait le pourcentage de la batterie, l'ampérage et le temps, qui pourrait en fait lui permettre de savoir quand programmer le temps de recharge, mais aussi l'ampérage de la borne, parce que c'est vrai on peut moduler en fait la puissance de la borne de recharge. Étienne, je te laisse celle-là. Là. Ouais, là, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ma caméra. Bref, est-ce que vous me voyez encore? On voit ton nom. Bon, est-ce que vous ne me voyez plus, mais bon, désolé pour ça. Euh, la modulation de la borne de recharge dans un contexte où on est, là, j'imagine que c'est dans un contexte résidentiel, la modulation pour les unités résidentielles individuelles euh, n'est pas nécessairement requise. Ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est de s'assurer qu'elle soit effacée pendant les périodes de pointe. Mais quand on parle de modulation pour dans des espaces multilogements où on partage la puissance, et là, ça change complètement parce que là, on a l'opportunité, même dans certains secteurs, puis même quelqu'un me confirmait que Tesla le fait dans certaines de ses installations où on va avoir la pleine puissance si on a un véhicule, mais on va devoir partager cette puissance-là. Donc, moduler la puissance entre plusieurs bornes s'il y a une densité trop grande d'utilisation à la fois. Et c'est particulièrement vrai dans le multilogement où on propose des solutions de modulation de la puissance de façon à justement limiter les infrastructures électriques et être en mesure de livrer le plus de solutions dans un impact, somme toute, le plus modeste possible dans l'installation électrique. Ouais, Vas-y, donc, Martin, tu voulais dire quelque chose? ouais, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez vous vivez dans une résidence là, individuelle, là, une maison de ville, un bungalow, peu importe, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez de la modulation de puissance. Faites juste vous assurer que votre recharge démarre passé 20 heures ou 21 heures le soir, puis on a atteint 100% de notre objectif. L'enjeu, il est vraiment là. Si on se déplace dans des moments où ça a le moins d'impact sur le réseau, c'est là que vous venez nous donner un grand coup de main. Comme l'a dit Étienne, dans un cas de multilogement, on est plusieurs à utiliser la même entrée électrique. Ben là, il y a des enjeux qui sont un peu différents, mais à ce moment-là, il y a des outils qui existent qui font déjà tous ces calculs-là pour vous. Merci. Euh, on passe à la question suivante. De Maxime qui demande, est-ce qu'il y a une norme au niveau de la longueur des fils de borne de recharge privée? Il mentionne que dernièrement, il n'a pas pu se recharger dans un stationnement souterrain car il y avait la présence de tuyauterie au plafond et le fil de recharge ne se rendait pas sur le côté du véhicule. Donc, c'était impossible pour lui de stationner de face avec un Ford F-150 Lightning. Bon, c'est très, très précis comme Oui. question. Mais est-ce que, en fait, la longueur du fil de recharge est à peu près conçue par le distributeur de la borne, donc le concepteur de la borne. Et je ne sais pas si Martin, c'est de l'info sur la longueur typique, mais j'avais 20 pieds à peu près en tête, là, ou une Oui, ben, il y a des standards qui sont 7-8 mètres. c'est Là. des standards du marché, je te dirais, plus que des Oui, standards de design. Il faut comprendre que plus ce câble-là est long, plus il y a de pertes dedans. Donc, on essaie de le garder le plus court possible, mais voilà. pas trop court parce qu'on veut que les véhicules soient capables de se brancher. Le problème dont monsieur fait mention, c'est un problème qui est
relativement récent avec l'arrivée des pick-up. Donc, c'est des véhicules dont entre le nez du véhicule puis le port de recharge, d'un bout à l'autre du véhicule, c'est long, ce qui fait que si on n'est pas capable de rapprocher le véhicule suffisamment près de la borne, mais le câble pourrait ne pas être assez long. Mais je pense que c'est quand même des cas assez marginaux qu'on rencontre pas trop souvent. Et il y a de l'adaptation, c'est-à-dire je ne peux pas parler pour les entreprises privées qui fabriquent, qui construisent des bornes résidentielles, mais dans le cas des bornes publiques, au circuit électrique, on a adapté au fil du temps le design de nos sites, le type de borne, la façon dont les câbles sont installés, de façon à répondre à cette nouvelle réalité-là. Hein. Il y a 10 ans, il y avait juste des Nissan Leaf avec le port de recharge sur le nez en avant. Maintenant, on a de tous les modèles. Les ports peuvent être à gauche, à droite, en avant, en arrière, au centre, ses côtés. Faut être capable, et c'est la difficulté. Contrairement à Tesla qui fabrique des bornes pour ses véhicules, puis tous ces véhicules sont faits pareil. On le voit là avec l'ouverture des bornes Tesla à d'autres marques de véhicules. Bien, il y a des marques de véhicules qui ont de la misère à se brancher parce que la borne a été prévue pour un véhicule qui n'est pas fait comme le véhicule qu'on possède. Ben, les réseaux vont s'adapter, les câbles vont s'ajuster, mais c'est toujours un difficile choix parce que plus on met le câble long, plus il peut traîner par terre, plus il peut se faire briser, plus le mécanisme de rappel de câble doit être évolué d'une part, et d'autre part, ben, plus il est long, plus il y a de la perte aussi. Donc, pour toutes ces raisons, on veut le garder court, mais si on le garde trop court, ben là, il y a des véhicules qui seront plus capables d'utiliser la borne. Donc, il faut laisser le temps au marché de s'ajuster, mais il n'y a pas de normes qui obligent à une certaine longueur. Merci pour la réponse à cette, comme vous dites, situation assez spécifique. Euh, on va prendre deux autres questions et puis après on va clôturer. Mais une question de Normand Lemieux, donc elle demandait quel impact auront les systèmes de gestion de l'énergie pour les véhicules électriques. Ben, c'est sûr que on va avoir une meilleure efficacité énergétique, mais je pense qu'elle aurait voulu avoir plus de détails. Pour les systèmes de gestion de l'énergie, je ne sais pas si on fait référence parce qu'il y a dans les multilogements ce qu'on appelle des systèmes de gestion de l'énergie des bornes de recharge qui permettent justement de faire le partage et de la gestion du parc de bornes. Si on parle plutôt de l'efficacité énergétique des véhicules eux-mêmes, évidemment, vous ne serez pas surpris en sachant que plus le véhicule est léger et petit, plus il est efficace pour faire chaque kilomètre, puisqu'il traîne des batteries plus petites aussi et des batteries et une structure de véhicule beaucoup plus petite. Donc, évidemment, il y a deux aspects à ça, là, mais je ne pourrais pas répondre vraiment plus de détails. Je ne sais pas si Martin, tu avais vu un angle qui pouvait s'ajouter, mais grosso modo, si je pouvais ajouter, c'est que lors de votre choix du véhicule électrique, demandez des questions à votre concessionnaire sur la performance énergétique de votre véhicule. Il devrait être en mesure de vous donner les statistiques qui viennent des tests qui ont été faits en Europe ou aux États-Unis et même au Canada pour pouvoir faire. Et si cet aspect-là de performance énergétique ou de consommation pour chaque 100 km est important et devrait être important pour vous, bien, assurez-vous de faire bien les comparaisons entre les différents modèles. Ces données-là sont standardisées et sont disponibles sur les différentes plateformes de comparaison des véhicules. Ok, mais merci Étienne. On va prendre la dernière question qui demande est-ce qu'il est prévu d'avoir la possibilité d'obtenir le mode de versement égaux tout en étant adhéré à ILO et à l'option de mesurage net suite à l'ajout de panneaux solaires? Hey boy. Bon, l'enjeu du mode de versement égaux, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, c'est l'opportunité que les clients d'Hydro-Québec ont à faire un paiement par mois stable de peu importe le montant, mais qui permet de couvrir leur facture annuelle, qui, elle, varie évidemment en hiver ou en été, qui peut varier même avec l'ajout d'un véhicule électrique, bien évidemment. Il y a des restrictions occasionnelles avec certaines options tarifaires. L'auditeur a raison. Malheureusement, je n'ai pas sous la main les enjeux, mais il est voulu dans notre objectif de rendre l'ensemble des options de versement disponibles à l'ensemble de nos options tarifaires. C'est ce qu'on souhaite faire. Il y a des enjeux informatiques qui ne nous permettent pas nécessairement d'accélérer tout ça dès le premier jour. Donc,
Oui, la réponse est on souhaite le faire. Et si vous êtes dans une situation où le service de clientèle vous a malheureusement donné un avis que vous devez patienter, ben, j'en suis franchement désolé, mais on travaille à rendre l'ensemble de nos solutions, incluant l'autoproduction. Là, vous avez fait référence avec les panneaux solaires, que l'autoproduction ne soit pas un frein à l'adoption des moyens de versement égaux ni à la participation à nos programmes de gestion de puissance. Donc, bref, on veut que ça soit le plus large et disponible à tous. Et on travaille dans ce sens-là. Et dès que ça va être disponible, si ce ne l'est pas déjà, ça va être annoncé sur nos sites web. Mais merci beaucoup, Étienne et Martin, pour avoir répondu à ces questions. Euh, Puis aussi, très belle présentation, très enrichissante. C'est vrai que les gens se demandent souvent avec la transition, est-ce que Hydro-Québec aura assez d'énergie pour alimenter tous les véhicules électriques dans les prochaines années? Donc, c'est bien de pouvoir en parler, détailler, puis comme dire, les rassurer un peu sur cet enjeu-là. Ouais. La réponse, c'est oui, en d'autres mots. Oui. Et ça fait partie de nos priorités. Voilà. C'est ça, exactement. Ben, en tout cas, on espère pour les participants que vous avez apprécié ce webinaire et que vos questionnements en lien avec les besoins énergétiques ont été répondus. Donc, vous allez recevoir en fait demain par courriel un sondage d'appréciation ainsi que le lien YouTube si jamais vous voulez revoir le webinaire. Puis vos retours sont très importants, donc on vous invite à répondre, à remplir le formulaire, le sondage d'appréciation pour nous aider à améliorer, à guider nos prochaines activités. Et puis, en fait, on a d'autres prochains rendez-vous roulants électriques et si jamais ça vous intéresse, qui s'en viennent. Donc, il y a un kiosque virtuel le 14 octobre avec Pierre Langlois, donc il va parler en fait des batteries des véhicules électriques, si jamais vous avez des questions par rapport au recyclage, à la durée de vie, la production, eh ben, c'est le moment d'aller voir, c'est gratuit. Puis vous pouvez vous inscrire via notre site internet. Et puis après, on a aussi des salons des véhicules électriques qui s'en viennent. Donc celui qui s'en vient le plus rapidement, c'est celui de l'Estrie, donc le 4 au 6 octobre. Il y a également du 18 au 20 octobre, donc un à Terrebonne, il y aura un à Québec aussi, puis à Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aller voir dans notre calendrier d'activités pour plus d'informations. Puis ce sera l'occasion, en fait, pour vous d'essayer plusieurs modèles de véhicules électriques. Si jamais vous êtes nouveau, euh, vous êtes en phase de magasinage, il y aura aussi plusieurs kiosques dans Roland électrique. Si jamais vous avez des questions sur l'électromobilité, on pourra y répondre. Également, Martin l'avait mentionné, l'Association des véhicules électriques du Québec, qui sont des bénévoles, en fait, experts qui partagent leur expérience, qui témoignent, en fait, de leur expérience lorsqu'ils ont utilisé leur véhicule électrique. Donc, c'est de bonnes ressources si jamais ça vous intéresse. Puis, est-ce que tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Martin? C'est ça, on a plusieurs outils que la compagnie a réalisés. Donc, sur notre site internet, vous pouvez aller regarder, naviguer. On a une section justement sur l'autonomie et la recharge. Donc, tout ce qui va être tu sais, les choix de bornes de véhicules, multilogement, comment est-ce qu'on fait les démarches pour installer une borne, puis plusieurs autres choses comme le coût. On a également un catalogue de véhicules avec la consommation, les GES épargnés, donc si jamais ça vous intéresse. Puis c'est ça, pour plus d'informations sur les véhicules électriques ou pour participer à d'autres événements de la campagne Roulant électrique, nous vous invitons à visiter roulantélectrique.ca. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Ça, d'autres outils utiles qui sont disponibles sur notre site internet. Puis, ben, je vais clôturer si vous voulez dire un dernier mot, Martin et Étienne. Mais merci encore, puis bonne journée. Merci à tous. On a fait le tour. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir, en Oui, espérant que ça a répondu à vos questions, puis au plaisir de se reparler. Ciao. Exact. Au revoir. au revoir. Merci.